Vous êtes toutes et tous cordialement invités à suivre sur le site de la Commission des Affaires étrangères du Conseil national de la résistance iranienne. Le régime des mollahs, connu pour sa férocité, explose tous les records en matière d'exécution. Pas un jour sans pendaison, un, par groupes entiers, en prison et en public. C'est le règne de la terreur intégriste islamiste. Un chiffre, on finit le mois d'août sur 67 exécutions. Septembre s'est ouvert avec 2 pendaisons. Certes, ce n'est pas nouveau, mais la répression est montée d'un cran. Peu de gens le savent. Les discussions sur l'Iran portent principalement sur le nucléaire et le commerce. Alors justement, comment réagir? Que faire depuis le fameux accord nucléaire? Où en sont les droits de l'homme en Iran? Pour en parler, nous avons avec nous 4 experts qui couvrent 4 domaines distincts. Tout d'abord, Monsieur Alejo Vidal-Quadras, homme politique espagnol, expert du monde européen puisqu'il a été de 2009 à 2014 vice-président du Parlement européen. Il préside aujourd'hui le Comité international pour l'application de la justice. Nous accueillons aussi Monsieur Jean-Pierre Michel, homme politique français, magistrat et parlementaire honoraire, cofondateur du syndicat de la magistrature et cofondateur du Comité français pour un Iran démocratique, qui fédère des dizaines de parlementaires et de personnalités en France. Nous aurons aussi le plaisir d'entendre Monsieur Pierre Bercy, expert en droits de l'homme, président des Nouveaux Droits de l'Homme, qui suit de près le dossier de l'Iran depuis 3 décennies. Et nous avons également en ligne un expert qui intervient depuis l'Italie, Monsieur Marco Perduca, ancien sénateur et représentant du Parti radical non violent et transparti italien depuis quelques années à l'ONU. Donc, voilà, je vais d'abord demander à chacun d'entre vous de présenter une introduction assez brève sur le sujet que nous allons aborder aujourd'hui. Je demanderai à Monsieur Vidal-Quadras de bien vouloir prendre d'abord la parole. Bonjour, c'est un grand plaisir de participer à cette conversation avec des interlocuteurs si distingués sur un thème qui est vraiment crucial au monde d'aujourd'hui, c'est la violation systématique, cruelle, de droits humains et de libertés civiles par le régime iranien. Le régime iranien a une histoire très longue de violation de droits humains, mais maintenant, cette affaire est d'une grande actualité parce que l'accord nucléaire aurait été une occasion, je crois, excellente pour introduire la question des droits humains comme une partie de l'accord. Ça veut dire que pour les États-Unis, pour l'Union européenne, qui ont participé à ces négociations, ça aurait été une occasion magnifique pour inclure dans le sujet de négociation un chapitre des droits humains. Et malheureusement, d'une manière que je considère surprenante, cet aspect de la question a été complètement ignoré. Et moi, je trouve ça très décevant et même scandaleux. Pourtant, je dois commencer pour exprimer ma surprise par cet fait. Je considère que ça a été une occasion perdue pour travailler en faveur de tout ce qui, en Iran, souffre l'oppression de ce régime. À Monsieur Jean-Pierre Michel de bien vouloir faire une introduction. Écoutez, moi, je partage le point de vue qui vient d'être énoncé par mon collègue espagnol. Je crois que les négociateurs, notamment européens, auraient dû poser comme préalable à toute discussion,
le fait que l'Iran satisfasse à ce qu'a demandé déjà l'Assemblée générale des Nations unies en 2014 par une résolution solennelle où on a demandé à l'Iran d'abolir l'exécution publique, d'abolir la pendaison, d'abolir toutes ces scènes cruelles qui sont aujourd'hui en Iran, qui se passent tous les jours. Or, nos négociateurs, qui pour certains se disent vraiment des chantres des droits de l'homme, ont mis ça de côté, carrément de côté. On n'en parle pas. Et je dirais, il y a une expression en France, embrassons-nous Folleville. On discute avec les Iraniens sur un pied d'égalité, sans parler du reste. Je dis que c'est une honte. C'est une honte pour nos démocraties. Je comprends bien que M. Barack Obama ait voulu d'un accord rapide pour redorer son blason. Il en avait bien besoin sur le plan de la politique étrangère. Mais les négociateurs français, anglais, auraient dû avoir une autre approche dans ces négociations. L'occasion a été perdue. Elle a été tellement perdue que depuis le gouvernement Rouhani, les exécutions capitales ne font qu'augmenter. Les atteintes aux libertés publiques, liberté de conscience, liberté d'information sont de plus en plus graves et que donc, contrairement à ce qu'on avait dit, ces accords ne seront pas bénéfiques pour la vie quotidienne des Iraniens. On pourra revenir tout à l'heure sur le plan économique et on verra également que ça sera la même question. Monsieur Bercy, est-ce que vous pourriez nous faire une introduction sur ce sujet aujourd'hui? Oui, globalement, je partage le point de vue de nos deux amis qui viennent s'exprimer avec clarté. Je serais peut-être un petit peu plus, non pas indulgent, mais je dirais optimiste. Les faits sont nos maîtres, disait ce grand démocrate Lénine. Les faits sont nos maîtres. C'est là. Nous sommes au pied du mur. Nous qui nous sommes battus pour les droits de l'homme en Iran, pour ma part, depuis 1980, je ne me souviens même plus. Donc une fidélité absolue au combat pour les droits de l'homme en Iran. Ceci étant, je sais qu'il y a la réelle politique. Je parlais il y a quelques jours avec un ancien ministre des Affaires étrangères de la France qui disait que vous, les droits de l'hommistes, eh oui, ce serait une tare de militer pour les droits de l'homme, ou bien on n'aurait pas une vision complète des choses. Pour ma part, j'ai une vision complète des choses. Je représente le nouveau droit de l'homme. Alors, puisqu'on nous a demandé une introduction rapidement, nouveau droit de l'homme, c'est non seulement pour la défense des droits de l'homme, mais c'est pour la conquête des droits de l'homme. Nous sommes impérialistes dans ce domaine. Nous voulons conquérir le droit à la paix, jamais reconnu, y compris par les Nations Unies. La laïcité comme un droit de l'homme, l'environnement, ce qui a été fait, je l'ai obtenu au niveau français, mais pas au niveau international, le droit à vivre dans un environnement propre. Donc, ce qui ne nous empêche pas de nous battre pour les droits de l'homme traditionnels. Et donc, voilà, nous sommes un petit peu au pied du mur en ce qui concerne l'Iran. L'objectif numéro 1, c'était, grâce à nos amis les Moudjahidines du peuple qui ont les premiers dénoncé la tentative d'un armement nucléaire en Iran. Mais nous, derrière, nous avions la pensée du respect des droits de l'homme, du respect des droits des peuples. Et donc, voilà. Alors, officiellement, apparemment, l'Iran aurait renoncé à l'armement nucléaire. Mais nous ne sommes pas dupes. Nous connaissons bien ce régime depuis près de 40 ans. Donc nous savons qu'il est composé de menteurs, de gens qui torturent, de gens qui exécutent. Donc nous ne pouvons pas leur faire confiance. Nous sommes très sceptiques. Alors, vous voyez, nous, Nouveau Droit de l'Homme, moi, Pierre Bercy, on se fait traiter de droits de l'hommiste. Bon, et oui, très fier de l'être.
Mais alors, bon, on peut peut-être donner une chance. On va voir, de toute façon, nous sommes au pied du mur. Hein. L'accord de Vienne a été entériné. Il faut qu'il soit maintenant exécuté, observé. Mais, quand le président de facto de l'Iran va venir en France au mois de novembre, j'espère bien que nous allons, nous tous, nos amis italiens, espagnols, français, remettre sur la table à cette occasion-là la question des droits de l'homme en Iran. Puisque nos amis viennent de le rappeler, les exécutions continuent, on n'a pas parlé, mais j'ai posé la question, les jets de liquide contre les femmes iraniennes qui ne sont pas bien voilées continuent, etc., etc. Je ne vais pas redire ce qui a été dit. Donc voilà, en guise d'introduction, voilà ce que je voulais dire. Donnons une chance, mais je ne suis pas optimiste. Voilà. Donnons une chance, c'est de l'optimisme. Je ne suis pas optimiste, c'est le contraire de ce que je viens de dire avant. D'accord. Merci, Monsieur Bercy. Monsieur Perducat, si vous voulez Bien sûr, et prendre la parole. merci pour l'invitation. Vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien, je vous en prie. Alors, je ne sais pas si moi je suis optimiste, mais disons que je partage le scepticisme et les problèmes qu'on a déjà dit et qu'on a lu dans la presse internationale, en particulier dans la presse qui n'est pas italienne. Vous savez que l'Italie ne fait pas partie de ce groupe de nations qui ont négocié l'accord, parce qu'il y a une relation traditionnelle entre Rome et Téhéran qui commence au début des années 80. Mais je pense, et ici je partage la déclaration, disons, la plus neutrale que M. Obama a fait, qu'on a signé cet accord pas parce qu'on a confiance dans le régime de Téhéran, mais parce qu'on a quelque chose qu'on peut vérifier. Et alors, c'est grâce à un débat comme celui que nous avons aujourd'hui, c'est à nous maintenant de vérifier l'application jour par jour de l'accord. Nous savons que l'accord a un thème central, disons malheureusement exclusif, que c'est celui des armes nucléaires, mais c'est à nous, les militants des droits de l'homme, je ne sais pas si moi je suis un droit de l'hommiste, quand on fait de la politique, on ne peut pas faire des choses contre les droits de l'homme, pas seulement parce qu'on reconnaît les droits de l'homme, mais parce qu'il y a des obligations internationales que chaque pays a après avoir ratifié dizaines de pactes internationaux en matière de droits humains. On doit vérifier que tous les paragraphes de l'accord sont appliqués, respectés, et toutes les fois qu'il y a un problème, les dénoncer, et bien sûr, bien entendu, chaque fois que c'est possible, inclure dans le débat les problèmes des droits de l'homme, la peine de mort, les droits des femmes, les droits religieux, les droits des minorités. Mais en général, la prohibition qu'il y a en Iran de fait de participer dans la vie civile, politique, économique et sociale pour la majorité des Iraniens. On parle des droits de presque 80 millions de personnes qui ne sont pas partie de cet accord. Il faut, et c'est à nous de le faire, utiliser toutes les opportunités qu'on aura dans le futur pour les inclure dans le débat. Très bien. Alors, nous avons une première question qui dit que peu de droits de l'homme ou peu de conventions internationales concernant les droits de l'homme ne sont pas violées en Iran par le gouvernement en place, par le régime en place. Est-ce que les pays occidentaux ne sont-ils pas perdants quand ils ferment les yeux sur les droits de l'homme en Iran et quand ils cherchent à renouer avec ce régime? Monsieur Vidal-Quadras? En revenant sur la question de l'opportunité perdue, il faut comprendre que les faits que l'Union européenne, les États-Unis et les autres participants aux négociations ont oublié complètement les droits humains
au moment de cette conversation, ça a une conséquence terrible, c'est que le fait que qu'il y a ce silence sur les droits humains, ça encourage le régime à pas seulement continuer avec ces violations de droits humains, mais à intensifier, à faire encore pire ces violations. Pourtant, je crois que c'est difficile à comprendre comment monsieur John Kerry et madame Mogherini et tout le reste de pays occidentaux qui étaient là à la table de négociation avec le régime iranien, comme ils n'ont pas compris qu'au moins, ils auraient dû essayer d'introduire la question. Même s'ils n'auraient pas eu succès, si les Iraniens auraient refusé de parler de cet aspect, même le seul fait qu'ils auraient essayé d'introduire, ça, au moins, aurait eu d'abord un effet de renforcer la morale du peuple iranien et de l'autre côté, de freiner le régime. Mais ce silence est une manière de dire au régime, vous pouvez continuer, que nous allons rien dire, et pourtant ça les encourage. Et moi je trouve que ça c'est très triste. Sur cette question, oui, Monsieur Michel? Oui, moi je pense qu'il faut quand même... Cet accord de Vienne a été signé parce qu'on a fait beaucoup de concessions à l'Iran, contrairement à ce qu'on a dit. Cet accord a des annexes secrètes, comme souvent, que j'ai pu consulter. Qu'est-ce qu'il y a dans ces annexes, notamment? Que les inspecteurs iraniens pourront procéder eux-mêmes au contrôle. Les inspecteurs iraniens pourront procéder eux-mêmes au contrôle qui sont prévus dans l'accord. Et d'ailleurs, le porte-parole de l'agence iranienne de l'énergie atomique a déclaré que les Iraniens étaient les mieux placés pour faire des contrôles, puisqu'ils connaissaient les sites. Et au surplus, il faudra prévenir 24 jours avant, notifier 24 jours avant le contrôle. Donc, tout ceci me laisse absolument pantois. Comment a-t-on pu accepter cela quand on sait que l'Iran, comme l'a dit d'ailleurs le guide suprême, continuera, comme l'a dit le guide suprême, ne supportera aucune ingérence en ses affaires intérieures, et tout ce que veut l'Iran, c'est la levée des sanctions. Or, là aussi, sur la levée des sanctions, il y a beaucoup à dire, car contrairement à ce que croient certaines entreprises françaises, allemandes, peut-être espagnoles ou italiennes, les avoirs de l'Iran à l'extérieur ne sont pas du tout à la hauteur de ce qui était annoncé. C'est le président de la Banque centrale iranienne qui l'a dit lui-même. Au lieu de 120, 150 milliards, ça serait autour de 20. Et d'ailleurs, notre ministre de l'économie a eu, je crois, la bonne parole pour dire aux entreprises françaises de ne pas se précipiter, comme l'avait fait la BNP Paribas, avant même les termes de l'accord, et qui a subi une amende très importante. Donc je crois qu'il faut rester très réservé et s'assurer que l'accord sera respecté par l'Iran. Je dirais que j'en doute. Et quand je vois que les exécutions continuent de plus belle, que tout ce qui se passe en Iran, tout ce que l'on sait d'après des vidéos, maintenant avec un appareil, un iPhone, n'importe quoi, on peut transmettre un tas de photos à l'extérieur. Heureusement, c'est quand même un progrès. On voit ce qui se passe dans les rues. On voit à quel point le peuple iranien est, je dirais, sous le joug de cette dictature religieuse, qui est peut-être une des pires dictatures au monde. Donc, moi, je suis résolument pessimiste sur la suite des opérations. Et on y reviendra peut-être tout à l'heure. Je crois qu'à l'occasion de la venue de M. Rouhani à Paris, il faudra se montrer et parler. Une nouvelle question d'un internaute qui nous demande comment expliquer le silence radio des médias en France comme en Europe sur cette situation tragique en Iran. Monsieur Hersi?
Quelle bonne question. C'est une question que je me pose et que je pose sans cesse depuis des mois, des années. Et la question, c'est qu'est-ce qu'il faudrait faire pour débloquer la parole des médias français. On voit que dans un grand journal de référence, comme on dit, du soir, la parole est régulièrement donnée au fils du Shah d'Iran. Par contre, Madame Mariam Rajavi, qui Jean-Pierre, je vois. Madame Mariam Rajavi, qui réunit des dizaines de milliers de personnes tous les ans à Villepinte, avec notre aide, notre concours, notre amitié, notre fraternité depuis des années, n'a jamais le droit à la parole dans les médias français, y compris dans ce quotidien du soir de référence, ou bien dans un autre grand quotidien du matin, où pourtant nous voyons un de ces éminents représentants toujours présent aux réunions des Moudjahidines. Là, il y a 2 poids, 2 mesures. Alors, mon ami Jean-Pierre Michel posait la bonne question. Quid en ce qui concerne la visite du président Rouhani? Il faut que les amis de la démocratie en Iran, qui sont représentés, hélas, maintenant uniquement par les Moudjahidines du peuple, enfin, le fils du Shah d'Iran est bien loin et il ne dit pas grand-chose de temps en temps, trouve la bonne formule au mois de novembre quand Rouhani va venir pour faire entendre la voix, j'allais dire, des sans-voix. Parce que les Moudjahidines sont des dizaines, voire des centaines de milliers, mais ils sont à l'index. Ils n'ont pas le droit de s'exprimer. Oh, si, ils font des magnifiques réunions dans le grand stade de Villepinte tous les ans au mois de juin, mais ils n'ont pas le droit de s'exprimer. C'est cette omerta qu'il faut faire sauter. Et ça, je compte sur tous nos amis réunis autour de la résistance iranienne, parce que je crois que j'aurai l'occasion de le redire plus tard. C'est le 50e anniversaire de la création des Moudjahidines du peuple. Comment se fait-il qu'il n'ait pas le droit de s'exprimer dans ce pays? Et alors, effectivement, sur le plan des droits de l'homme, alors là, silence radio, silence télévisé, à l'occasion de ces accords de Vienne. Donc, nous avons quelques nuances entre nous qui venons de nous exprimer, mais globalement, je suis d'accord avec nos amis qui viennent de parler. Je suis optimiste, mais un optimiste sceptique. Donc, il va falloir qu'on se prépare avant le mois de novembre. Et c'est vrai que Jean-Pierre Michel a eu raison de mettre des points d'interrogation sur la position de M. Obama, qui trouve le moyen de se rattraper. Il a eu le prix Nobel de la paix, je crois, lors de son élection. Il faudrait qu'il le justifie sur le plan des droits de l'homme. Voilà, continuons le débat. Merci bien. Monsieur Perducat, est-ce que vous voulez réagir à ce sujet et aussi quel pourrait être le rôle des partis politiques face à ce silence? Mais je ne sais pas s'il y a eu le silence qu'il y a eu en France. En Italie, quand on a parlé de l'accord, on a parlé en particulier de l'opportunité économique qu'il y aura après l'accord. Et c'est comme je disais d'abord, l'Italie et l'Allemagne traditionnellement ont un rapport très fort avec l'Iran. Et c'est pour ça qu'il y a eu un débat en particulier concentré sur la part économique des relations internationales. Vous devez savoir que les plus grands médias italiens font partie de groupes économiques très forts
où il y a la Fiat, où il y a même les syndicats des industriels. C'est-à-dire que même s'il y a bien sûr la liberté d'expression en Italie, quand il y a des sujets un peu critiques, on présente les questions dans disons, dans une manière un peu péculière. Et alors, c'est comme nous l'avons déjà dit, c'est à nous de faire, si vous voulez, des contre-informations, de donner des informations sur la réalité en Iran, en particulier pour ce qui concerne les droits de l'homme, mais aussi pour ce qui concerne l'économie en général de l'Iran, parce que quand on parle des opportunités pour le futur, on ne parle jamais du désastre, de la situation dramatique qu'il y a aujourd'hui en Iran vis-à-vis de l'économie. Et ça, c'est le résultat d'un régime que pour 30 ans a imposé un modèle totalitaire où il n'y a pas de liberté dans tous les domaines de la voie civile, politique et sociale. Et le rôle des partis politiques, c'est très important. Quand j'étais en Parlement, je n'ai jamais donné mon support au soutien à cette chose qu'on appelle de diplomatie parlementaire. C'est-à-dire, même s'il y a des relations de gouvernement à gouvernement, il y a parfois, et presque partout, des relations entre membres du Parlement. Mais une question, c'est d'avoir des relations avec les parlementaires espagnols, français, allemands, américains, qui sont librement élus. Et une chose, c'est d'avoir des relations avec un Parlement que ce n'est pas librement élu. C'est donner, si vous voulez, là-bas, un rôle comme s'il était démocratique à quelque chose qui n'est pas le représentant du peuple, du vouloir, des désirs et des choix libres du peuple iranien. Les partis politiques qui sont dans le Parlement, moi, le Parti radical n'est pas dans le Parlement italien dans ce moment-là, ont un rôle à jouer dans le débat public. Et il y a le problème que parfois il y a des sujets comme l'Iran qui sont traités d'une manière très originelle, disons diplomatiquement, dans la presse, dans les médias. Mais, et j'espère qu'en France ils vont le faire, et je pense que Rouhani va venir en Italie aussi dans les prochains mois. On doit organiser des manifestations par tout le parcours de la visite des Iraniens en Italie. Comme on faisait quand il y avait Gorbatchev pendant les années de la perestroïka. Ici, il n'y a pas de perestroïka et c'est pour ça qu'il faut organiser des manifestations très claires, très dures, en faveur du respect des droits de l'homme, parce que les droits de l'homme des Italiens sont en même temps les droits de l'homme de l'Italien. Parce qu'ici, si on ne parle pas de la vérité, on cache des informations très importantes pour les Italiens, pour voter pour les gouvernements qui signent des accords qui sont secrets avec des régimes qui ne sont pas démocrates. Nous savons que dès l'époque de Woodrow Wilson, les accords secrets devaient être illégaux dans le droit international. Et si en 2015 encore il y a des annexes aux traités internationaux qui ne sont pas connus par le peuple, qui doivent avoir leurs représentants légitimes ratifier ces documents dans le Sénat ou dans la Chambre des députés, il y a quelque chose qui ne va pas. Et ça, c'est un message très sérieux qu'on doit prendre en considération quand on parle de démocratie occidentale et de l'Europe et des États-Unis en même temps. Il y a une érosion de la possibilité de participation publique et politique des citoyens, même chez nous. On peut imaginer ce qui se passe dans un pays comme l'Iran. Et alors, les partis politiques, où il y en a encore, où ils sont forts, ils ont une présence sur le terrain, doivent organiser des manifestations publiques pour dénoncer ce qui ne va pas dans cet accord, mais en général, quelle est la qualité principale du régime de l'Iran qui c'est, comme on dit en italien, et je pense aussi en français, liberticide, qui tue la liberté des individus. Excellent. Nous avons justement une question qui poursuit votre intervention. Quel est le poids des lobbies en France pour présenter l'Iran des mollahs comme un pays normal? Je serais tentée d'ajouter le poids des lobbies en Europe. En général, je sais qu'au Parlement européen, ils sont aussi assez actifs. Si on parle de France, monsieur Jean-Pierre Michel? Écoutez, les lobbies en France, on les connaît. Lorsque
pour la question des droits de l'homme en Iran, j'avais été reçu au ministère des Affaires étrangères. On m'avait raconté un tas d'histoires. Et j'avais demandé au ministre si notre ambassadeur à Téhéran était le PDG de Total ou bien notre ambassadeur. Ça a été très mal reçu, mais la vérité, c'est que le PDG de Total était à l'époque notre ambassadeur en Iran. Et donc les lobbies sont très importants, on le voit y compris au Parlement, où un certain nombre de parlementaires, d'ores et déjà, se sont mis en route pour faire des missions en Iran, femmes françaises voilées, c'était une honte, une honte. Quand on pense qu'une parlementaire française qui va en Iran se couvre la tête, est-ce qu'on va demander à M. Rouhani, quand il viendra en France, d'être en costume cravate? C'est absolument lamentable. Donc on se couche devant parce qu'on espère des profits économiques. Or, comme l'a dit excellemment notre collègue italien, quand on connaît l'état actuel de l'économie iranienne, totalement, je dirais, déstructurée, sans ressources, car les ressources extérieures ne sont pas celles que l'on croyait les avoir, quand ils seront débloqués, s'ils le seront un jour. Et on voit très bien qu'il ne faut pas se mettre des mirages dans la tête. On ne pourra pas faire des ponts d'or avec l'Iran. On pourra peut-être à crédit, oui, à crédit. Voilà. Donc je crois que les lobbies sont très très importants. Ils sont d'ailleurs souvent appuyés par des personnalités qui devraient être indépendantes, d'anciens ambassadeurs à Téhéran, par exemple, qui ont tribune ouverte dans les journaux, alors que d'autres ne les ont pas, pour dire tout le bien qu'ils pensent du régime iranien et de l'État iranien. Et on parlait tout à l'heure de la presse. C'est quand même absolument étonnant, pour ne pas dire plus, que la presse française, écrite, télévisuelle, radio, ne parle absolument pas, ou très peu, des problèmes des droits de l'homme en Iran, alors que, heureusement peut-être, dès que M. Sisi emprisonne des frères musulmans, immédiatement ça fait des gros titres dans les journaux. Et que l'on dit que M. Sisi est un dictateur. Mais on ne dit pas que le guide suprême, M. Rouhani, est un dictateur. Voilà, alors c'est assez étonnant. C'est assez étonnant. Je crois qu'il faudra, comme on l'a dit avant, qu'au mois de novembre, en France et dans les autres pays européens, où M. Rouhani ira peut-être, quand on ne connaît pas encore exactement le périple qu'il fera, je pense qu'il ne mènera pas qu'à Paris, ou alors ça serait vraiment un infâme honneur pour Paris, si c'était la seule capitale à le recevoir, je crois. Eh bien, il faudra se manifester, dire ce que l'on a à dire et essayer que cette parole soit portée par les médias et que nos concitoyens sachent exactement ce que l'on peut faire et sachent exactement avec qui on discute. Avec qui on discute. On discute avec un pays qui est quand même la source même de l'islamisme radical. Tout est parti de Téhéran. Tout est parti des fatwas du guide suprême. Aujourd'hui, on sait que l'Iran, d'ailleurs, soutient au Liban, au Yémen, en Irak, toutes celles et tous ceux qui veulent introduire la loi de la charia, qui est d'ailleurs la loi de l'Iran. Parce qu'il n'y a pas de loi civile, il y a une loi religieuse. Voilà avec qui on discute. Voilà le pays avec lequel on discute. Donc, je suis absolument stupéfait que nos médias français soient totalement aveugles devant une telle situation. À nous, pauvres petites choses, pauvres petits défenseurs des droits de l'homme, des libertés, de qui on se moque souvent, comme le disait Pierre, merci. Eh bien, c'est à nous peut-être de faire notre devoir. Parce que notre devoir de citoyen et d'homme, c'est de dire cela. C'est de dire que tout homme dans le monde a un certain nombre de droits élémentaires qui doivent être respectés. Et l'Assemblée générale des Nations unies, d'ailleurs, l'a dit à plusieurs reprises, ainsi que des organisations non gouvernementales. Une question que je pense s'adresse plus particulièrement à M. Vidal-Quadras, c'est que, j'essaie de la revoir, la passivité des États-Unis devant les bombardements chimiques d'Assad en 2013 a entraîné la montée de Daesh, le chaos en Irak. Et le massacre d'Ashraf, dont on vient de fêter, enfin, de célébrer le 2e anniversaire, 52 morts assassinés, n'est-il pas une conséquence de cette lâcheté? La situation à Liberty aussi.
Oui, parce que, comme on vient de dire, nos gouvernements, les gouvernements occidentaux, n'ont pas compris vraiment quelle est la situation et où sont les vrais dangers. Parce que cet accord nucléaire, moi, j'ai aucun doute sur l'accord. Je suis convaincu que l'Iran ne respectera pas l'accord. J'ai aucun doute. Ça veut dire que il y a des gens qui disent oh, il y a la possibilité, soyons optimistes. Non, moi, mais ce n'est pas une question dogmatique de ma part. C'est seulement le résultat de connaître l'histoire de ce régime. Et l'expérience qu'on a déjà sur le régime nous dit qu'ils n'ont jamais respecté un accord, ils ont toujours menti, alors ils ne vont pas respecter. Pourtant, cet accord, quelle est sa signification? À quoi sert cet accord? Cet accord est le prétexte pour, d'un côté, enlever les sanctions et de l'autre côté, ouvrir l'économie de l'Iran aux affaires, aux investissements de grandes entreprises européennes et américaines. Et ça, c'est un bénéfice à court terme que, à long terme, c'est un suicide parce que le régime iranien, par sa propre nature, ne va pas renoncer à ses objectifs d'exportation de fondamentalisme islamique, du terrorisme, de hégémonie totalitaire sur le Moyen-Orient et de agression contre les démocraties. Pourtant, je crois qu'on est en train de faire un très mauvaise affaire. Parce que si, à la fin, l'économie iranienne s'ouvre aux investisseurs, aux entreprises occidentales, ça va renforcer le régime iranien et ça va lui permettre de continuer avec son stratégie qui pour nous, pour les démocraties et pour le monde libre, est mortelle. Pourtant, je crois que nos gouvernements sont aveugles. Ils n'ont pas compris. Pour avoir un succès politique, M. Obama, Mme Mogherini, ils ont signé cet accord, mais ils sont en train de faire encore plus facile au régime l'aboutissement de ses objectifs. Je crois que c'est une question de vision stratégique que nos gouvernements n'ont pas compris et c'est notre devoir, à part de, bien sûr, défendre les droits humains, le respect aux droits humains en Iran, c'est aussi notre devoir d'alerter à l'opinion publique de le danger profond de cet accord. Très bien. En 1988, dit un autre internaute, le monde s'est tu sur le massacre de 30 000 prisonniers politiques en Iran. Les responsables sont toujours au pouvoir, y compris dans l'actuel gouvernement. Alors, des milliers d'autres personnes sont exécutées depuis aujourd'hui. Quelles leçons à tirer de cette tragédie? Monsieur Perducat, comment pousser les institutions internationales comme l'ONU à agir, vous qui êtes aussi représentant à l'ONU? Si je peux tourner brièvement sur les lobbies. Oui, bien sûr. Parce que ça, c'est une question très importante pour ce qui concerne l'Italie, parce qu'ici, la compagnie, l'équivalent de Total en France et en Italie, c'est Eni, qui c'est propriété du gouvernement. Et alors, vous imaginez quel est l'intérêt qu'il y a économique pour avoir... On a une coupure avec M. Perducas. On est en train d'essayer de le retrouver, de le reconnecter. En attendant, peut-être une réaction, M. Bercy, un
Un jeune vient de se faire exécuter la semaine dernière, il avait 30 ans, un jeune prisonnier politique kurde, et il n'y a rien eu, aucune réaction ici en Occident, en particulier en France. Est-ce que c'est de la lâcheté de la part des gouvernements? Vous m'entendez maintenant? Ah, Monsieur Perducas. Oui, excusez-moi, non, il y avait eu un problème avec le Wi-Fi. Non, si je peux terminer. Non, le problème, c'est quand on fait des affaires, il faut avoir l'état de droit. Parce que sans l'état de droit, si on signe un contrat avec quelqu'un, et il n'y a pas un tribunal, en cours, ou si vous des paragraphes qui nous donnent l'assurance que ce qu'on a créé sur les papiers va être le contexte général dans lequel on peut faire des affaires, c'est vraiment, ça veut dire qu'il y a vraiment une relation entre amis. Ce n'est pas vraiment un contrat, c'est quelque chose d'informel où le gouvernement italien, si vous voulez, ou allemand, ou français, ont vraiment très confiance avec la contrepartie et ils signent quelque chose en savant qu'il n'y a pas un cours dans lequel on peut le porter pour s'il y aura des problèmes dans le futur. Mais, disons, en retournant dans le problème des Nations Unies. Les Nations Unies sont, si vous voulez, un club des nations, des gouvernements. Et l'Iran fait partie de clubs comme la Syrie, comme la Libye, quand il y avait Gheddafi, comme la Tunisie, quand il y avait Ben Ali. Et alors, ce n'est pas le problème, bien sûr. Il y a des agences des Nations Unies comme le bureau de l'autre commissaire pour les droits humains de l'homme qui ont dénoncé la situation de la peine de mort dans l'Iran. Le problème, c'est que les Nations Unies n'ont jamais adopté une résolution contre l'Iran en général et sûrement ne vont pas le faire maintenant qu'il y a ce processus de, disons, ouverture vers le régime. Mais ils n'ont pas les instruments pour faire des choses contre un membre du club. Pas si le Conseil de sécurité ne va pas adopter une résolution sur ça. Une situation, ce n'est pas vraiment comme celle-ci de l'Iran, mais qui semble un peu le problème qu'il y a, ressemble un peu le problème qu'il y a aujourd'hui en Iran, c'est la situation de l'Irak. Parce que si vous vous souvenez, disons, un an, plus ou moins un an ou 2 ans avant la guerre en Irak, il y avait des inspections des Nations Unies, des représentants de l'agence de Vienne qui étaient là pour faire plus ou moins ce qu'ils devraient faire dans le futur en Iran. Et les résultats de ce type d'accord devraient être étudiés pour voir ce que peut passer dans le futur en Iran. Parce que maintenant, si dans cette annexe secrète, il y a aussi disons, la nécessité d'envoyer une lettre à Téhéran à 24 jours avant de faire la visite. C'est incroyable. Dans 24 jours, on peut faire vraiment tout ce qu'on veut pour cacher les évidences les plus grandes de pires violations des droits de l'homme, mais aussi de transférer, si vous voulez, une centrale atomique d'une ville à l'autre, ou les parcs les plus importants. Et avoir aussi dans l'équipe qui va faire des visites dans ces centres des Iraniens, ce n'est pas vraiment la manière la meilleure pour avoir une observation indépendante et disons, super partes, comme on dirait en latin, de ces situations. Les Nations Unies, mais en même temps, sont pour les ONG un lieu où on peut dénoncer la situation en Iran. C'est pour ça que le Parti radical transnational et transparti va organiser dans 2 semaines une rencontre à Genève pour parler d'Iran, pour ça. Pour pas seulement parler de l'accord, parce que ce n'est pas une matière de compétence du comité à Genève, mais pour dire ce qui se passe en Iran, des droits de l'homme, droits de la femme, disons, minorités, des nationalités qui sont là, et en général, parce que
pour les délégations qui font partie du Conseil des Nations Unies sur les droits de l'homme, ça doit devenir un sujet de débat et pas seulement de ratification des accords que 6 pays ont pris avec l'Iran et nous disent que tout va bien, comme on dit en italien, Madame la Marquise, et si nous, qui sommes les grands pays, on dit que ça va bien, ça doit aller bien pour le reste du monde. Soit qu'on parle du monde des gouvernements, soit qu'on parle du monde non gouvernemental. Pour nous, les Nations Unies, qui sont un club des gouvernements, doivent être utilisées de la part du non gouvernemental, de la présence qui c'est possible là-bas. Et on va essayer de le faire à partir de la prochaine session du Conseil des Nations Unies sur le droit de l'homme. Ok, une précision, Monsieur Perduca. L'Iran, l'ONU a quand même adopté 61 résolutions qui ont condamné les violations des droits de l'homme en Iran. Non, je parlais des résolutions du Conseil de sécurité. Ah les autres, les adoptent, je voudrais, ce sont vraiment très importants, mais il n'y a pas d'obligation qui dérive de l'adoption de... Ce sont des démonstrations politiques très fortes et on les a fait, mais pour avoir une intervention, disons, dans une manière, je ne voudrais pas dire militaire, mais dans une manière plus efficace, il faut avoir quelque chose adopté par le Conseil de sécurité. J'ai contrôlé, je pense qu'avant d'aller à Paris, Rouhani va être ici à Rome. D'accord, très bien. Donc, une question pour M. Bercy. Je lui disais que récemment encore, le régime a exécuté en Iran un jeune opposant kurde iranien. Et nous n'avons pas entendu les gouvernements européens condamner ce crime parce que c'est un jeune prisonnier politique. Est-ce que c'est de la lâcheté? Pourquoi ce silence? De la lâcheté, oui, du silence parce que on se veut plus intelligent que d'autres. Et je rappelle la conversation que j'ai eue avec un récent ministre des Affaires étrangères de la France qui n'est pas contre les droits de l'homme, mais qui dit également que les droits de l'hommistes, comme nous, sommes de doux rêveurs. Moi, je suis droit de l'hommiste selon leur définition, mais je suis réaliste également. Je me veux volontairement optimiste. Ceci étant, je suis réaliste et dans tout ce que j'ai entendu précédemment, on pourrait prolonger à l'infini, mais je sais que notre débat est limité dans le temps. La preuve que je suis un optimiste réaliste, c'est que je resitue les accords de Vienne et ce qui va se passer dans les mois prochains à l'intérieur de la géopolitique. Il est quand même surprenant de voir que les adversaires principaux, essentiels de l'Iran actuel, de l'Iran des mollahs, ne soient pas globalement, principalement, les puissances occidentales qui veulent faire des affaires. Mais si on se place en termes réalistes, et je suis un optimiste réaliste, donc voilà, je ne suis pas un petit ange avec des ailes blanches, mais bon, qui dénonce l'Iran actuel avec force? Oui, Jean-Pierre. C'est le gouvernement israélien, c'est l'Arabie saoudite, ce sont les États du Golfe. Donc voilà, on n'en parle pas dans ce débat. Alors je veux bien croire qu'on ne peut pas en parler, mais je suis un partisan de la réelle politique et donc la balance peut être faite par des gouvernements qui sont pas forcément démocratiques. Donc c'est de cela dont il faut parler. En plus de ça, en ce qui concerne les accords de Vienne, j'ai appris récemment que, et ça dira quelque chose à Jean-Pierre Michel, vieux camarade de combat pour les droits de l'homme dans cette région,
que M. Anis Nakache, grand terroriste devant l'Éternel, qui avait fomenté un attentat contre quelqu'un qui était un autre opposant au régime des Mollahs, qui était mon ami Chapour Bakhtiar, qui avait fait 2 morts à Neuilly, venait d'être blanchi en quelque sorte, et maintenant, après avoir été emprisonné en France pendant 10 ans, puis avoir été libéré par une convention très douteuse, maintenant était libre de ses mouvements et pouvait revenir en France. Donc c'est pour ça, moi je suis très mélangé, je ne suis pas, encore une fois, je répète, je ne suis pas un pessimiste forcené, je suis un optimiste réaliste. Et donc voilà, et puis puisque le temps nous est compté, alors il y a la géopolitique, et puis il y a également mon espoir dans la jeunesse iranienne, qui, à travers les documents qui peuvent sortir d'Iran, à travers l'actualité, puisque les journalistes peuvent aller maintenant filmer, soi-disant officiellement en Iran, on voit toutes ces jeunes femmes qui ont tendance à se découvrir de plus en plus, ces jeunes femmes, ces jeunes gens qui sont très branchés sur les moyens modernes de communication. C'est là mon espoir, parce que la jeunesse est majoritaire en Iran, et je pense que ça va continuer à pousser dans le sens de la démocratie, et peut-être qu'à un moment, on va se retrouver face à un nœud gordien, comme en 2008, où il y avait une révolte populaire qui a été réprimée. Il risque d'y avoir à nouveau une révolte populaire. C'est là le fondement de mon espoir. Mais il n'empêche que nous en Occident, et tous avec les nuances qui nous séparent, mais c'est une feuille de papier de cigarette qui nous sépare entre Jean-Pierre Michel, notre ami Vidal-Quadras, notre ami radical italien. Bon, on continue le combat très soudé pour la démocratie en Iran. Et bon, alors il y a les optimistes, il y a les pessimistes, il y a ceux qui espèrent, voilà, on ne peut pas savoir. Bon, il y a le docteur tant mieux, il y a le docteur tant pis. Je suis plutôt partisan du docteur tant mieux. Très bien. Monsieur Vidal-Quadras, que répondre à ceux qui affirment que l'Iran des Mollahs est un partenaire dans le combat contre l'extrémisme dans la région, oui, avec son lot de massacres et de morts? Ça c'est une autre erreur stratégique incroyable, parce que, voyons, pourquoi Daesh a triomphé, a progressé de cette manière spectaculaire en Syrie, en Irak? Parce que, d'abord, le régime iranien, à travers de M. Assad, à travers de M. Maliki, ont oppressé d'une manière terrible la communauté sunnite, et ça a créé l'environnement favorable à l'éclosion après du Daesh. Ça veut dire que l'origine directe ou indirecte de nos problèmes est toujours à Téhéran. L'idéologie du fondamentalisme islamique terroriste a été créée par Khomeini. Et après, ça s'est multiplié, sunnite, chiite, mais le père de l'idée a été Khomeini. Ça veut dire cette conception rigoriste, dogmatique, excluant de l'islam, qui a besoin de la violence pour s'étendre dans le monde. L'origine est, comme j'ai dit, Khomeini. Et ce que nos gouvernements ne comprennent pas, c'est que la menace, la pire, pour la stabilité et la paix mondiale, a été toujours, et il est toujours, au régime des Mollahs en Iran. Et on avait trouvé une méthode, une voie efficace pour le combattre.
les sanctions économiques, la pression diplomatique, l'exigence de respect aux droits humains. Et tout d'un coup, on a abandonné ces droits, on a relâché la pression et maintenant, on a donné de l'oxygène à ce régime. C'est une grande erreur parce que quand vous trouvez une manière de faire les choses qui fonctionne, il ne faut pas l'abandonner, il faut la continuer. Et tout d'un coup, on a interrompu cette stratégie pour donner au régime la possibilité d'être plus fort dans l'Iran et de continuer avec ses objectifs agressifs à l'extérieur de l'Iran. J'espère que ces réflexions que nous faisons ici aujourd'hui sera écoutée par nos gouvernements, parce que sinon, on va tous payer un prix énorme de cette. Très bien, de très belles interventions. Nous allons terminer avec un mot de conclusion de chacun d'entre vous, mais alors une conclusion brève, si possible. Monsieur Jean-Pierre Michel? Eh bien, je crois qu'il faut, la conclusion, ça sera qu'il faut dénoncer également ce qui se dit partout en France, c'est qu'il y aurait en Iran un gouvernement modéré, réformateur. Or, lorsqu'on voit la composition de ce gouvernement, c'est absolument faux. Faux. Tous les membres du gouvernement de M. Rouhani sont d'anciens pasdaran, des membres d'agents du renseignement, du système judiciaire, etc. Donc, il n'y a pas en Iran des modérés et des moins modérés. Il y a en Iran le guide suprême qui commande, qui a cru bon de faire élire président de la République quelqu'un qui était plus présentable pour l'opinion publique occidentale, et encore, et encore, et encore. Mais tout ça, c'est absolument pareil. Donc je crois qu'il faut vraiment que nous ouvrions les yeux de nos concitoyens et également, j'ose le dire, de nos dirigeants politiques. Mais peut-être ont-ils les yeux ouverts et les ferment-ils pour des considérations bassement économiques et faisant l'impasse sur le respect de la démocratie et les droits de l'homme. C'est absolument désespérant. Très bien, Monsieur Bercy, une conclusion rapide, s'il vous plaît. Oui, je suis rapide. De ce que vient de dire le président Vidal-Quadras, moi aussi, qui suis un réaliste optimiste, lui, il est plutôt réaliste pessimiste. Et on a redonné de l'oxygène à ce gouvernement alors qu'il était strangulé, il était prêt à rendre la parole, il était prêt à tomber. Ça, c'est dommage. Et moi aussi, je l'ai regretté. Bon, mais il n'empêche que je suis un petit peu optimiste. Je suis aussi d'accord avec Jean-Pierre Michel parce que ce n'est pas un gouvernement modéré. On nous trompe. Et je sais que nous avons... Le cas de l'Iran est un peu particulier parce que c'est un vieux peuple cultivé, intelligent, et sa jeunesse est à l'image de ces 5000 ans de civilisation. C'est mon espoir. Alors, je ne voudrais pas vous quitter sans célébrer le fait que c'est le 50e anniversaire dans 2 jours de la création des Moudjahidines du peuple d'Iran. Je partage leur combat non pas depuis 50 ans, mais depuis 35 ans. Et nous allons continuer le combat. Il faut absolument. Ça a été, comme je le disais au début de cet entretien, les premiers dans la résistance et ils seront les derniers. Alors, bravo à eux. Vive la résistance iranienne. Un mot de conclusion? Un mot de conclusion. Monsieur Perducat, Monsieur Bercy. Monsieur Perducat. Non, oui. Ma conclusion, c'est que je reste un réaliste, optimiste. Voilà, c'est les nuances qui nous séparent, mais qui nous réunissent en même temps avec les amis qui viennent de prendre la parole. On continue le combat. Monsieur Perducat, c'est à vous. Je suis d'accord et je partage aussi l'analyse de M. Vidal-Quadras sur Daesh et le rôle de l'Iran dans la région. Malheureusement, on a légitimé aussi la présence militaire de l'Iran en Irak
Et ça, c'est terrible. Et pour nous, le combat, c'est un combat non violent, de dialogue en même temps avec tous les amis qu'il y a dans le monde entier de la cause de la liberté et de la démocratie en Iran. Il faut le faire ensemble. Et je remercie beaucoup aussi les Moudjahidines du peuple qui continuent ce combat, qui est devenu pacifique, non violent et 100% politique. Et c'est bien sûr avec eux que va continuer cette lutte pour la liberté, la démocratie, mais l'information. Parce que sans circulation des idées et d'informations, et si on peut l'appeler la vérité sur l'Iran, on ne peut pas prendre des décisions appropriées. Très bien. Monsieur Vidal-Quadras, voulez-vous conclure cette conférence? Merci beaucoup. Ça a été un grand plaisir de partager ce temps de réflexion avec mes trois distingués collègues. Pour terminer, je dirais la chose suivante. L'Iran, le régime iranien, est la source du fondamentalisme islamique et du terrorisme, et pourtant notre objectif comme démocrate, comme personne engagée avec les droits humains, est de changer cette situation à l'Iran et de encourager un changement démocratique pour que l'Iran soit une démocratie normale, sans obsession nucléaire et avec une position d'amitié avec le reste du pays du monde. Ça, c'est notre objectif. C'est pas la négociation, c'est de changer la situation en Iran et d'avoir une vraie démocratie en Iran. Et pour ça, on connaît bien quelle est la méthode, les stratégies qui fonctionnent. Sanctions économiques, pression diplomatique, exigences très sévères sur le domaine des droits humains et surtout le soutien à nos amis du Conseil national de la résistance de l'Iran, qui est vraiment la seule force organisée avec la capacité d'offrir aux Iraniens une alternative démocratique. Merci infiniment. On conclut donc cette conférence qui a été très riche, avec des très belles interventions. Et on retrouvera un résumé de toutes ces interventions sur le site du Conseil national de la résistance iranienne. Merci infiniment. Au revoir à tous. Merci à vous.